Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 8e numéro, Devin Booker. Et pour ceci, nous replongeons dans le profil de Devin Booker grâce à l'article de Jonathan Givony pour Draft Express, la référence dans le scouting à l'époque. Article écrit le 30 avril 2015, après la saison freshman en one and done de Booker à Kentucky. Origine de Star, Devin Booker, c'est parti. Fils du grand Melvin Booker, joueur de très haut niveau en Europe pendant très longtemps, Devin Booker a joué un rôle important pour Kentucky malgré son très jeune âge, soufflant ses 18 bougies 2 semaines à peine avant le début de la saison régulière universitaire. Au sein d'une équipe avec des problèmes de spacing conséquents à la titularisation de 3 intérieurs en même temps, Booker fut le shooter attitré de cette équipe, sortant du banc pour 21 minutes par match en moyenne et offrant à Kentucky un bol d'air frais, d'espace et de shooting d'élite dont ils avaient on ne peut plus besoin. 41% à 3 points, 83% au lancer franc. Booker possède une bonne taille pour un arrière du haut de ses 6'6 avec chaussures, ainsi qu'une charpente solide. Il n'a pas une incroyable envergure de bras, 6'6 également, ni réellement d'explosivité. C'est un athlète fluide qui bouge bien et a une belle vivacité, mais ce n'est pas le type de prospect capable de bondir par-dessus tout le monde pour dominer physiquement. Presque la moitié des tirs de Devin Booker cette saison sont venus depuis la ligne à 3 points, et pour cause, c'est l'un des meilleurs shooters de cette classe de draft. Il a une mécanique de tir absolument somptueuse, rapide, compacte, réplicable à souhait, avec un relâchement du ballon sans effort et on ne peut plus académique. Sa taille, son haut point de relâchement du ballon et sa capacité de séparation d'espace en font un joueur tout à fait capable de shooter en sortie de dribble. Sa prise d'appui ainsi que son équilibre durant le tir sont splendides et lui permettent d'être bien plus qu'un shooter de spot-up, de réception de passe, pouvant ainsi prendre et rentrer des tirs en sortie d'écran, en attaquant des close-out et en punissant les défenses qui osent passer sous les écrans face à lui sur pick and roll. Il a déjà démontré une portée de tir largement au niveau NBA et rentre 41% de ses tirs de loin sur un très haut volume de tirs par minute passé sur le terrain. Booker est un prospect très intelligent, démontrant une maturité et des fondamentaux impressionnants malgré le fait d'être le joueur le plus jeune de cette classe de draft. Il bouge très bien le ballon et passe de manière on ne peut plus altruiste, souvent réalisant l'extra passe dans le périmètre et coupant très intelligemment au panier contre une défense en pleine rotation. Ce n'est pas le type de playmaker flashy ni à haut volume pour autrui, mais il rendra sans doute les autres meilleurs de par sa simple capacité d'être craint par les défenses et de forcer ses adversaires à devoir le surveiller à tout instant. Il ne prend aucun mauvais tir et ne perd que très rarement des ballons. Seulement un turnover par 40 minutes. 1 par 40 minutes, un très joli 10% de pourcentage de turnover, se classant comme l'un des plus bas de toute cette QV 2015. Défensivement, sa solide charpente et sa très forte compétitivité l'empêcheront sans doute d'être un point mort de ce côté-ci. Il se bat à travers les écrans, démontre une excellente technique défensive et il est rarement bousculé ou malmené malgré sa jeunesse. Ceci étant dit, son manque de longueur couplé à sa vitesse latérale moyenne génère tout de même quelques doutes sur son évaluation défensive. Il a du mal à bien contester les jump shots et se fait battre par moments en sortie de dribble. De plus, ses moyennes de contre, interception et rebond sont parmi les plus faibles de toute cette draft par minute passée sur le terrain, constituant un red flag non négligeable sur, en effet, un relativement faible potentiel de ce côté-ci du terrain. Le nombre de joueurs qui ne sont pas des meneurs de jeu et qui possèdent dans le même temps une envergure de 6'6 et une allonge, c'est-à-dire la hauteur bras levé, de 8'4, est relativement faible. J.J. Redick, O.J. Mayo, Kirk Hinrich, Marcus Thornton, Jody Mix, Gary Harris et Andy Foy. On ne lui demandera probablement jamais de défendre plus qu'une position, ce qui limite fortement sa polyvalence de ce côté-ci. Quelques doutes subsistent aussi, par ailleurs, sur la qualité de dribble de Devin Booker et à quel point il peut devenir, ou pas, un bon créateur au niveau supérieur. La plupart des shooters à 3 points en NBA sont assistés, surviennent sur une passe décisive. Et pour tirer complètement profit de l'incroyable tir de Booker, il devra tomber dans une équipe capable de le servir dans de bonnes positions. De manière générale, Booker est resté dans son rôle à Kentucky et s'est contenté de jouer dans le registre où on l'a placé, ce qui semble totalement similaire à ce qu'on lui demandera de faire en NBA.
Nous n'avons recensé que 4 possessions d'isolation toute la saison à Kentucky, et ça semble improbable qu'on lui demande d'endosser un plus gros rôle offensif au niveau supérieur également. 178 de ses 200 tentatives de tir sur demi-terrain ont été des jump shots à Kentucky. Les rares fois où il s'aventure dans la raquette, Booker n'est pas un bon finisseur, du fait de son explosivité moyenne et de son manque de longueur au panier. Il se repose beaucoup sur des jump shots ou des flotteurs, une fois qu'il a entamé son dribble, qui ne sont pas vraiment des tirs les plus rentables au niveau NBA, et il ne se rend que très rarement sur la ligne des lancers francs, 64 à peine en 38 matchs cette saison. Dans la zone de la loterie, les équipes NBA espèrent souvent trouver un joueur capable d'être ou de devenir un défenseur d'élite ou un créateur offensif. Et Booker ne semble être aucun des deux pour l'instant. Ceci étant dit, la QV 2015 n'étant que peu fournie en poste 2 et, vu l'importance du tir à 3 points plus grande que jamais en NBA, on pourrait totalement retrouver Booker dans ce top 14, la loterie de la draft en juin prochain. Bien que Devin Booker ne possède peut-être pas un potentiel de superstar, c'est également un joueur avec très peu de risques et qui se développera, sauf surprise, en un solide joueur NBA au moins. Du haut de ses 18 ans à peine, le plus jeune prospect qui sera drafté cette année, et encore plus jeune que certains lycéens qui ont participé cette année au McDonald's All-American Game, il y a encore énormément de marge pour continuer à progresser malgré son manque de qualité athlétique incroyable ou d'un potentiel d'élite. Alors, à présent, quelques petits commentaires de notre part, de la part de 2025 sur cet article et sur ce scouting report sur Devin Booker. Et je pense qu'aujourd'hui, on va s'amuser. On va s'amuser parce que le cas est hyper intéressant par rapport à... Bon, vous avez bien vu la différence de tonalité entre l'article qui fait le constat du cas Devin Booker en 2015, au moment de sa draft, et la réalité qu'on a eue derrière. Et aujourd'hui, nous on sait, Booker c'est une star, une superstar, etc. Et c'est vrai que quand on relit un peu cet article-là, on se dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est même pas dans le cas de un article qui dit comme par exemple Donovan Mitchell. Souvenez-vous, draft 2017, on a fait le cas de Mitchell. Mitchell, c'était un côté où l'explosion est très tardive. Il y a un côté d'abord défenseur, mais peut-être des flashs par-ci, des flashs par-là de création. Et certes, c'est devenu un pari qui s'est avéré payant. Mais les flashs, on les voyait avec Booker. En tout cas, les flashs étaient décrits à l'époque de... Oui, alors c'est pas sûr, mais il a beaucoup progressé au niveau du tir, le pull-up est magnifique, l'explosivité, patati, patata. S'il progresse sur ça, le cas de Mitchell, c'était... Ok, ça s'est révélé payant, ce pari-là, mais on voyait un peu les flashs, on voyait le truc de base, quoi. Là, on a l'impression qu'on parle pas du tout du même joueur, quoi. Donc ça peut paraître étonnant, mais alors, point principal, c'est pas ça le propos aujourd'hui. Le propos n'est pas d'attaquer l'article en soi, parce que pour le coup, l'article est pas si mal que ça, dans le sens où il reflète bien la réalité du terrain, de ce qu'on avait vu à l'époque, et dans le même temps aussi le discours ambiant chez les médias. Je veux dire, vous n'allez pas trouver un article, alors peut-être un par-ci par-là, mais vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui à l'époque en 2015 étaient en mode non mais Booker va devenir un star. Donc je veux dire, aujourd'hui c'est pas tant la qualité de l'article que je veux attaquer, parce que je pense l'article est assez fidèle à ce qu'on pouvait voir, donc le constat en soi est pas mal. Par contre, le propos, c'est pas qu'est-ce qu'on nous rapporte, c'est cette réalité justement. Le propos c'est, je pense que Booker est peut-être le cas le plus évident et le plus marquant, le plus symbolique peut-être ce que j'appelle le matrixage John Calipari. On va lui taper dessus aujourd'hui encore une fois, mais alors prenons quand même le temps de détailler un peu parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Mais John Calipari, qui est un coach aujourd'hui un peu vieux désormais, qui est un des plus grands coachs, je sais pas si je peux dire ça, mais un coach des plus connus. Voilà, peut-être le coach d'ailleurs le plus connu du basket universitaire maintenant que Coach K est à la retraite. Il y avait Coach K, il y avait Roy Williams aussi à North Carolina, il y avait Calipari. Et Calipari en plus, je fais un peu le topo vite fait, mais il se fait un peu son fait d'armes, c'est qu'il commence à UMass, la fac de UMass avec je crois Marcus Camby à l'époque. Voilà, une petite fac, il fait des merveilles là-bas, il développe le prospect Marcus Camby qui va être top 5 de draft, je crois, années 90. Et donc ensuite, il transfère je crois qu'il saute le pas pour la NBA. Il a fait un peu de NBA, mais ça n'a pas trop marché, je crois, du côté des New Jersey Nets, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, ensuite, ça marche pas, il retourne à la fac. Et à la fac, c'est un peu la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire un recruteur hors pair,
plus qu'un coach génial, si on peut, voilà, si je fais le topo rapidement. Et donc il prend Memphis, les Tigers de Memphis, la fac de Memphis, et génération Derrick Rose, il va jusqu'en finale du championnat, génération Tyreke Evans, et puis ensuite après Memphis, hop, il part du côté de Kentucky, et là c'est voilà, tout le monde connaît un peu plus au moins de nom. Kentucky, première génération, John Wall, les Marcus Cousins, etc. Ensuite Brandon Knight en 2011, ensuite 2012, Anthony Davis, on l'a bien décrit, hein, Davis avec MKG, etc. qui vont jusqu'au titre, donc il a mis un titre, mine de rien, un titre NCAA en 2012 avec AD. 2013, c'est une année un peu creuse en termes de talent dans la QV générale, hein, chez les lycéens, donc la génération 2012 des lycéens est pas top, et donc en 2013 à Kentucky, il n'y a pas de grosses recrues, il y a Nerlens Noel, mais qui est un prospect largement imparfait, surtout défensif, qui n'a pas de main offensive, etc. Bon, l'équipe est pas top. Et ensuite, recrutement de stars, recrutement de l'été 2013 avec peut-être la plus grosse QV de lycéens de l'histoire, hein, avec Randall, les jumeaux Harrison, James Young, Marcus Lee d'ailleurs, je l'oublie à chaque fois, mais lui aussi il est top 20 lycéens, etc. Et ensuite, donc, on arrive à cette itération de Kentucky où Calipari, voilà, il y a un peu ce truc jusqu'ici, il y avait, bon, développement de talent, Marcus Camby, parfois de un tel, mais il y avait aussi des loupés. Il y avait aussi, ah bah tiens, waouh, il fait une merveille avec Derrick Rose, et puis l'année d'après, bah mince, Tyreke Evans, ça se passe moins bien que Derrick Rose. Et si, en fait, c'était juste Derrick Rose qui était un prospect de fou, qui c'était pas de temps Calipari. Bon, il y avait un peu des trucs comme ça. Pareil, je vous ai parlé de cette classe de recrutement géniale de 2013, donc pour l'année 2014, les jumeaux Harrison, notamment, et Andrew Harrison, cette fameuse anecdote où il dit, en fait, au bout d'un moment, j'ai pris Andrew Harrison en salle de vidéo, et je lui ai montré plein d'extraits de vidéos de Deron Williams, parce que Andrew Harrison, c'était un grand meneur costaud, top 5 lycéen de son année, et je lui ai montré, regarde, Deron Williams, à ce moment-ci, à ton avis, c'est quoi le choix qu'il a à faire? Le choix, c'est une passe ou c'est un tir, etc. Donc il l'a fait bosser. Il l'a fait bosser en mars, quoi. Il l'a fait bosser en toute fin d'année, plutôt qu'en début d'année, plutôt qu'au cours de l'année. Et bon, bref, il y a ça. Il y a le fait que 2013, on l'a dit, l'année 2013 à la fac, bon, le recrutement est pas top, mais un mec comme Archie Goodwin s'est un peu perdu là-dedans. Il a pas été bien développé non plus. Archie Goodwin, Nerlens Noel non plus. Bref, il y a quand même des loupés. Mais là, on arrive donc à cette génération, et c'est Devin Booker est peut-être le cas le plus symbolique de ce matrixage de Calipari, c'est-à-dire le mec qui utilise pas très bien ses joueurs. Hein, jusqu'ici, c'était peut-être, moi, j'avais plutôt des reproches de tu coaches pas bien ou tu développes pas bien, peut-être des joueurs. En termes de développement, j'ai déjà cité. En termes de coaching, catastrophe, la finale 2014, hein, où ils sont censés gagner et pourtant ils perdent parce que c'est catastrophique. Mais là, on arrive sur le cas où, en fait, c'est un joueur qui est très, très, très mal utilisé. Donc, en fait, on a cru que Booker était une chose, alors qu'en fait il était une autre. Voilà. Et ça va se poursuivre. Si vous connaissez un peu, il y a le Qataris Maxey. Alors je pense que c'est pas autant que Booker, hein. Booker c'est peut-être le plus gros qu'on ait jamais vu, mais ça revient assez régulièrement, ce côté Calipari utilise mal ses joueurs, il les cache un peu. Donc un peu cette blague de tous les meneurs ou tous les arrières de Kentucky, grosso modo, il faut s'attendre à ce qu'ils soient meilleurs que ce qu'ils sont utilisés. Cassian Wallace même, un des derniers, Cassian Wallace du côté de Kentucky, mais donc Tyrese Maxey qui est pas trop utilisé à Kentucky non plus, et qui en fait il arrive en NBA, on fait ah oui, en fait tu sais faire des choses alors qu'à Kentucky t'as rien montré. Voilà. Je pense que, juste pour dire, parce que l'article, je voulais quand même un peu bien détailler ça, parce que Calipari est un top recruteur, vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais les quelques années où il y a eu un peu des affaires et des enquêtes sur les pots de vin, etc., Kentucky avait des moins bonnes classes de recrutement, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais non, mais Calipari, top recruteur, en termes de développement de talent, pas top, en termes de coach, pas top. Et donc on a ce truc où Booker est une chose à la fac, et Booker est une autre chose au niveau de la NBA. Donc c'est pas tant l'article sur lequel il faut taper, je pense pas que ce soit la qualité d'évaluateur de Givoni, hein, ou lui comme d'autres, hein. Bah, c'est plutôt en fait le matrixage Calipari. Et en fait, bon, juste pour dire aussi, on est sur une équipe en 2015 qui est assez particulière. Pour dire, voilà, je vais peut-être aussi un peu le nuancer, le propos, c'est pas que du Calipari qui a juste pas compris le talent de Booker et qui en fait l'utilisait de manière un peu, c'était son JJ Redick, hein, voilà, c'est son JJ Redick Booker. Et c'est pas que un côté où Calipari est pas compétent. En mode, bah, y a un mec qui va devenir une star des pull-ups en NBA qui en fait est utilisé comme un simple JJ Redick ou Klay Thompson ou le banal shooter en sortie d'écran. Voilà. C'est pas que ça, parce que c'était aussi une génération qui était assez spéciale. J'ai parlé du fait que dans l'été 2013, donc, génération Julius Randle, les jumeaux Harrison, James Young qui est aussi top 10 ou top 15 lycéen, Marcus Lee et patati et patata, Dakari Johnson en tant que pivot qui est aussi top 20 ou top 30. La génération est folle, mais il y en a qu'un qui part à la draft. Un seul. Il s'appelle Julius Randle. Il part pour être top 5 de draft, je sais plus exactement. Et en fait, c'est le seul. C'est le seul à partir. Et donc, on a premièrement toute cette génération qui va revenir.
les jumeaux Harrison, plus donc Dakari Johnson, non, James Young est parti aussi, pardon. James Young est parti, mais bon, c'est pas très grave, James Young. Et donc, on a en plus de cette, donc déjà cette génération de base géniale, la génération été 2014 de lycéens qui arrive aussi. Donc, le premier, Karl Anthony Towns, qui était le phénomène. Karl Anthony Towns, on va en parler, je pense, dans la série. Donc, Karl Towns, plutôt d'ailleurs, il s'appelait Karl Towns à l'époque. Devin Booker, mais il y a aussi Trey Lyles, il y a aussi Tyler Ulis, le petit meneur, souvenez-vous, là, tout petit meneur qui a fait 2-3 trucs à Phoenix, mais qui au niveau universitaire et même au lycée était un top meneur. Enfin voilà, en fait, on est sur une équipe, pour le dire très simplement, il y avait tellement de talent que déjà, on est à 9 futurs NBA, futurs joueurs de NBA dans cette équipe. Je crois que c'est peut-être le record. Et encore, je dis 9. Et le 10e, il s'appelle Marcus Lee. Et comme dit, Marcus Lee était aussi un top 20, 18e, top 20 lycéen du pays. Voilà. Donc, en fait, on aurait pu en avoir 10. Et le niveau de talent était tel que cette équipe de Kentucky 2015 était connue pour être, on appelait ça l'équipe à plateau. Parce que, en fait, les rotations étaient, il y avait tellement de talent que les rotations étaient simples. On fait jouer un 5. Et puis ensuite, ce 5, il va sur le banc. Et on fait littéralement rentrer 5 autres joueurs. Et donc en fait, tu avais les titulaires avec alors les titulaires c'était qui? Il y avait Towns qui était évidemment la star, il y avait Andrew Harrison et Aaron Harrison, évidemment les jumeaux dans le backcourt, hein, le 1 qui est meneur et l'autre qui est arrière. Titulaire aussi, on avait Willie Cauley-Stein qui était là dans sa 3e année, lui il avait même connu la raquette avec Nerlens Noel, puis Julius Randle, puis donc là avec Towns, et puis le 5e ça tournait un peu je crois, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de Tyler Ulis en partie, et puis un peu de Alec Poitres aussi, qui était aussi un ailier futur NBA aussi. Alec Poitres, un ailier défensif qui était très coté lui aussi à l'époque, même si bah justement il n'est pas trop développé sous Calipari pendant 3-4 ans, mais voilà, donc ça c'était le 5 des départs. Et donc il y avait tellement de talent que une fois que ces 5 là, hop, vous avez fini de jouer 5 minutes, 6 minutes, hop, vous sortez et on fait rentrer Devin Booker, on fait rentrer Trey Lyles, futur NBA aussi que vous connaissez, Dakari Johnson en pivot, donc soit Tyler Ulis, soit Poitres, et donc Marcus Lee également, qui est, je rappelle, un top lycéen également. Donc bref, il y avait tellement de talent qu'on faisait tourner 5 par 5. Et ça, franchement, c'est quand même assez épatant pour un niveau d'équipe NCAA, une telle profondeur. Ça dit aussi le niveau de talent de recruteur de Calipari, parce que il y a aussi un truc où on pourrait se dire, non mais certains prospects, en fait, parfois, ils veulent pas comment dire, venir ensemble dans les mêmes équipes, quoi. Peut-être qu'un Devin Booker, si ça n'avait pas été un tel recruteur, si Calipari n'avait pas eu une telle force de persuasion, peut-être que Booker, il se serait dit, bon, ben non, t'es gentil, John, mais en fait, il y a les jumeaux Harrison qui reviennent, moi, j'ai pas envie d'aller là, quoi. Moi, je vais aller prendre une fac un peu plus petite, peut-être, et pas à Kentucky. Je vais aller à Missouri, je vais aller à je sais pas où, et en fait, je vais avoir plus de place pour être un go-to guy. Et certains prospects le font, d'ailleurs. Certains prospects le font. Et je pense que ça atteste aussi à quel point est-ce que Calipari est un bon recruteur d'avoir réussi à tout de même attirer autant de joueurs en même temps et les faire accepter un peu ce truc-là. Et donc, pour dire, avec une telle profondeur et un tel niveau de talent pur, on a une équipe qui est absolument bluffante et peut-être même la meilleure de la carrière de Calipari, parce que, voilà, je vous ai dit, hein, il fait des choses à UMass, Massachusetts au début. Ensuite, Memphis fait une finale, mais avec Derrick Rose. Ensuite, génération John Wall et Cousins, ça coince un peu. Ils se font éliminer contre Joe Mazzulla en meneur de West Virginia, d'ailleurs. 2011, ils font un Final Four, mais ça va pas au bout, ils se font éliminer contre Kemba Walker et UConn. 2012, le titre, voilà, ok, super, ils sont champions. 2013, ils font même pas le tournoi. Ils font même pas le tournoi tellement ils sont mauvais en 2013 avec Archie Goodwin et mon chouchou et Nerlens Noel. 2014, finale, voilà, donc c'est quand même pas mal, mais toute la saison n'avait pas été géniale. Et là, 2015, qu'est-ce qui se passe? On a littéralement une équipe invaincue. Enfin, vaincue jusqu'à un certain moment, malheureusement, puisque c'est un peu ça le truc, c'est que, en fait, on avait l'impression que l'équipe faisait mieux que l'équipe qui a été championne 2012. Souvenez-vous, je vous avais dit que l'équipe de Davis, elle est championne à la fin. Elle a quand même 2 défaites. Elle a quand même 2 défaites dans la saison. Et là, on a un Kentucky qui, avec 10 talents de niveau NBA, je pense, est en train de rouler sur absolument tout le monde. Ils sont invaincus toute la saison. Ils arrivent au tournoi de la March Madness, ils sont invaincus, ils gagnent, ils passent les tours, jusqu'au Final Four. Et là, Final Four, ils sont défaits par le Wisconsin de, attention, Sam Dekker et Frank Kaminsky, qui, voilà, c'est un peu un upset regrettable, parce qu'en plus on aurait eu l'affrontement en finale, on aurait eu l'affrontement parfait entre une équipe de Kentucky incroyable, de Karl Anthony Towns, le prospect numéro 1 pour la draft, contre le Duke de Jahlil Okafor, mais aussi tout un effectif est génial autour, mais donc le Duke de Okafor qui allait être le 2e pick de la draft, annoncé en tout cas. Voilà, c'était la belle histoire. Malheureusement, ça finit, ça se fait éliminer en demi-finale de ce tournoi, donc pas champion, mais en fait, je détaille un peu, je fais exprès de détailler un peu, mais parce qu'il y a ce côté où il y avait tellement de talent que peut-être que, au final, le talent a été un peu dilué. Et qu'un mec comme Booker,
bah, il n'a pas été autant utilisé qu'il aurait pu, qu'il aurait dû, sans doute aussi, peut-être, mais parce que Calipari devait aussi gérer un peu tout le monde, quoi. Donc il y a ça. Mais bon, je pense tout de même que malgré ça, il y a quand même peut-être un espèce de biais de stéréotypage, j'ai envie de dire, mais de la part de Calipari, mais tout le monde, hein. Je veux dire, tout le monde, même là, vous voyez, dans l'article de Givoni, bon, il décrit ce qu'il voit, d'accord, mais il parle quand même du fait que bah, c'est un mec en sortie d'écran, un mec qui devrait être assisté, enfin, tout le monde est assistant en NBA actuellement, ça c'est aussi un marqueur d'époque, on aime bien les marqueurs d'époque, et en 2015, on dit, bah oui, en NBA, les 3 points sont beaucoup assistés, on n'a pas encore totalement la révolution du pull-up à 3 points, elle était un peu en marche, mais pas totalement. Donc voilà, il y a un peu même Givoni dans l'article nous dit si sortie d'écran, création de dribble, on sait pas trop, etc. Donc en fait, il nous décrit un peu Klay Thompson. Voilà. Et à l'époque, je me souviens que cette draft est un peu marquante parce qu'il y a, pareil, il y a D'Angelo Russell qui est aussi en train d'exploser côté Ohio State et qui est un gaucher, très bon passeur, qui a des step back à 3 points. Et donc là aussi, on a fait un très rapide biais de stéréotypage avec un joueur qui était en pleine éclosion en 2015. On connaissait déjà, mais qui était encore plus fort que jamais à l'époque. C'était James Harden. Aussi gaucher, aussi poste 2 entre guillemets, en tout cas grand meneur qui s'est passé, aussi le passing, enfin bref. Donc on a fait un peu ce biais stéréotypage d'Angelo Russell, Harden, alors que en fait Harden il drive alors que Russell non pour le coup. Et pareil pour Klay Thompson, Booker. Et même il y a un côté où il y a une interview de Draft Express sur un des workouts avec Booker qui est assez intéressante. Et Booker dit oui, on me pose beaucoup la question de est-ce que je regarde beaucoup Klay Thompson. Et il dit oui, je le regarde beaucoup, mais en fait je regarde aussi beaucoup tous les meneurs et tous les arrières de NBA, en fait, pas que Klay Thompson. Donc je pense que en partie il y a la raison de beaucoup de talent pur, beaucoup, donc pas autant de place pour Booker pour s'exprimer, peut-être. Il y a aussi un aspect de biais de stéréotypage, au final. Tu ressembles. En fait, ton tir est tellement beau et ta mécanique de tir est tellement propre et académique que on t'associe aussi un peu à Klay Thompson. Voilà. Peut-être aussi d'ailleurs une question de couleur de peau qui facilite aussi généralement ces biais de stéréotypage. Et en fait, Booker a une mécanique qui est tellement, voilà, comme dit dans l'article, il relâche le ballon très très haut pour sa taille. Vraiment, c'est magnifique, c'est académique, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, vu que tu as ce tir-là et qu'on connaît Klay Thompson, etc., on te prend pour un Klay Thompson, on te prend pour un shooter en sortie d'écran. Donc, biais de stéréotypage aussi qui a sans doute aidé à renforcer ça. Mais ça nous amène aussi à un point qui, à mon avis, est un point central et un point important par rapport à ça dans la draft. C'est justement l'importance de recouper les contextes. C'est-à-dire que là, le cas de Booker est exactement ce pourquoi c'est important quand tu te projettes sur la draft d'évaluer, mais pas que dans un contexte universitaire, par exemple, mais aussi de recouper, quand c'est possible, avec ce qu'il a fait au lycée, ce qu'il a fait dans les tournois AAU, ce qu'ils ont à l'époque du lycée, mais je veux dire, c'est les tournois pendant l'été, c'est pas que pendant la saison, je veux dire. Donc le lycée, le AAU, et puis même, si tu peux, des tournois aussi à l'international. Et c'est hyper important de recouper plein de contextes différents parce que parfois, et le cas de Booker le montre bien, parfois un contexte peut être totalement trompeur. Pour plein de raisons, du coach, du contexte, du stéréotypage à son propos, etc. Mais pour plein de raisons, tu peux avoir un contexte qui est totalement trompeur. Là, pour ceux qui ont connu Booker qu'en NBA, vous découvrez une version d'avant la NBA, qui est celle de la fac, et vous vous dites, mais c'est quoi ce scouting report, quoi. Mais qui est-il? Mais non, c'est pas le même joueur, quoi. D'où l'intérêt donc de bien observer dans plusieurs contextes différents pour être un peu sûr en fait, très, très simplement. Je peux prendre d'autres exemples, notamment Frank Ntilikina, qui, si vous regardiez seulement le tournoi international qui était, alors c'est quoi, c'est novembre ou décembre 2016, je me souviens, je l'avais vu avec la France, un tournoi U16, U17, je ne sais plus. Ntilikina est le go-to guy de cette équipe de France, et même au point des drives, passing, mettre des pull-ups à 3 points, voilà. Ntilikina avait été fabuleux, et beaucoup ont pris ça un peu comme point de référence. Et c'est vrai que là-dessus, tu te dis, ok, potentiel de meneur, très grand, très très long, Ntilikina. En plus, il a du shoot, en plus, il a du pull-up, il drive, il fait des pick and roll. Bon, en vérité, si tu recoupes avec le contexte de club, après ce tournoi, en club à Strasbourg, c'est un très 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 banal 3&D qui prend aucun tir, qui prend aucun jump shot, et encore moins en sortie de dribble. Enfin, il prend des catch and shoot, mais je veux dire, il prend aucun tir en sortie de dribble, aucun tir de création en général. Donc voilà. Et là, si tu recoupes un peu les contextes, tu te dis, ok, peut-être il faut nuancer le tournoi John. Pareil pour, au passage, Dante Exum. Dante Exum, une bonne partie de sa cote, était un prospect très, très lointain, très mystérieux. Dante Exum à la draft 2014, il a fini top 5. Et c'est un prospect lointain. Alors le contexte, l'époque est pas pareil. Ici, on n'a pas autant accès à plein de matchs, autant de vidéos facilement, etc. Et Exum, c'était... Mais attendez, un des seuls, ou le seul point de référence qu'on avait, c'était ce tournoi de jeunes, je sais plus lequel, en 2014 ou en 2013. On se dit, mais regardez, il va dans la défense comme dans du beurre, quoi. C'est un slasher génial, explosif, grand, long. En fait, c'est un meneur, c'est le meilleur meneur de la QV, Dante Exum.
Et pareil, je pense que si tu recoupais avec d'autres matchs en dehors de ce simple contexte un peu un tournoi à un moment donné, tu pouvais un peu recouper et dire que ah oui, ok, il y a peut-être tel ou tel aspect où en club il est pas aussi fort, etc. Donc voilà, ça c'est, on parle pas souvent, mais là c'est peut-être je crois qu'on n'a pas encore parlé depuis le début de cette série, mais c'est un point central en draft et en scouting, en évaluation, c'est recouper si possible les contextes. Là, pourquoi je développe un peu ça? Parce qu'en fait, vous prenez 30 secondes, tapez Devin Booker High School, Devin Booker vous allez trouver déjà vous trouvez vite des vidéos, et au bout de 30 secondes de vidéo, vous allez voir, mais en fait, c'était un créateur. En fait, c'était un mec de pull-up. En fait, c'était une star. D'ailleurs, je l'ai pas dit encore, hein, mais c'était un peu sous-entendu, mais Booker est un très bon lycéen de sa QV. Booker est top 20, je crois, je vais chercher 23e, voilà, 23e meilleur lycéen du pays. Donc, je veux dire, c'est pas comme si il avait été 85e ou 102e de sa QV de lycéen, en mode, ok, on sait que t'es un shooter, une bonne taille, mais pas explosif, et voilà, c'est à peu près ce rôle-là depuis toujours. Non, c'est un mec qui était top 20 ou pas loin. Et pourquoi il était top 20? Parce que, comme dit, hein, regardez les vidéos. Il y a des vidéos d'ailleurs de pull-up où il met 40 points devant John Calipari au passage, qui le voit jouer et qui le voit mettre des pull-up. Mais donc t'as des vidéos comme ça, t'as des vidéos même où on remonte jusqu'à, je l'ai trouvé une vidéo à 15 ans, 14-15 ans, sur le camp LeBron James en 2012. Rendez compte, en 2012, et même en 2012, on voit qu'il joue d'ailleurs, je crois que c'est à côté de Andrew Wiggins, au passage. On le voit faire des dribbles, faire des drives, En fait, si tu recoupais un peu les contextes, tu te disais, ok, l'utilisation de Kentucky, c'est pas la norme, c'est pas que ça. Et je pense que peut-être c'est l'erreur qu'a fait Draft Express ou d'autres, hein, parce que ça, c'est un truc qu'on a aussi appris par la suite. Mais l'erreur qu'ont fait certains évaluateurs dans les médias, mais peut-être pas ceux de NBA, c'est de ne pas recouper les sources. Parce que si tu recoupes les sources, et ça te prend pas beaucoup de temps, si t'as un peu l'historique de Booker au lycée, tu savais que ouais, non, en fait, c'est pas que Klay Thompson, quoi. C'est pas que Klay Thompson du tout, c'est un mec qui est créateur, un mec qui est pull-up, un mec qui aussi va sur ses spots, un mec qui, voilà, un peu ce topo-là de création offensive. Et d'ailleurs, au passage, on peut directement sauter vers la NBA. En fait, dès son année rookie, on n'a pas du tout eu cet exemple-là. Et je parlais un peu de ce biais de stéréotypage. Bah voilà, et ok, il a une belle mécanique comme Klay Thompson, il a été utilisé comme Klay Thompson, et en fait, pour beaucoup, il y a ce biais de stéréotypage sur le profil, mais qui donc s'est également accompagné en partie dans ce qu'on appelle aussi un biais d'ancrage. C'est-à-dire, la première image que tu vois du joueur, elle est établie dans ton esprit comme ça pour à peu près toujours. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et le fait est que, depuis, il a toujours un peu cette image d'un shooter, alors qu'en vrai, c'est un shooter, c'est un bon shooter, Booker, mais c'est pas un shooter d'élite, on y viendra. Mais à l'inverse, il arrive en tant que rookie à Phoenix, en fait, c'est pas du tout le même joueur. C'est un mec qui est créateur à Phoenix. En 2016, je parle de son année rookie, hein. Pas par la suite, hein. Je dis pas, c'est même pas le type de joueur qui a commencé 3&D, et puis tiens, il y a un peu de ballon, ok, je prends un peu de ballon. L'année d'après, tiens, il y a encore un peu plus de ballon, tu veux? Oui, bah oui, tiens, je veux bien. Non, en fait, on a vraiment le cas d'un mec qui, dès le premier match NBA de sa carrière, est un créateur. Et je me souviens, en plus j'avais fait un scouting report, moi qui le connaissais pas, de la fac. Je l'avais pas observé pendant la fac à l'époque, cette QV 2015. Mais en 2016, j'ai fait un scouting report sur son profil, parce que justement j'étais étonné, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, Phoenix 2016, c'est un passeur. C'est un passeur, c'est un créateur de pick and roll, c'est un vrai porteur de balle. Donc, d'ailleurs, au passage, j'avais noté la stat. En 2016, à Phoenix, en tant que rookie, 54% de paniers assistés. À peine, 54. Pour dire, c'est à peu près ses standards en carrière. Voilà, donc dès l'année numéro 1, et en fait, c'est le joueur à peu près on et off ball qu'on connaît en termes d'équilibre entre les deux. Alors que, par exemple, Klay Thompson, son plus bas score en carrière de panier assisté, de panier consécutif à une passe décisive, c'est 70%. Voilà, donc Klay a toujours été beaucoup plus assisté. Ça, c'est son plus bas total, plus de 70%. Et en plus, il est généralement autour des 80, 85 ou 90% de panier assisté. Donc en fait, ce biais de stéréotypage est totalement faux. Vraiment totalement faux. Et voilà, je répète, mais l'importance de recouper les contextes aurait pu permettre sans doute de voir que toutes les nuances qu'on met dans l'article de oui, il a fait que 4 isolations à Kentucky. Est-ce que vraiment il peut créer plus? Est-ce que... en fait, je pense qu'il aurait pu. Je pense que on aurait pu voir et savoir qu'il savait créer en sortie de dribble. Ce qui ne dit rien de la transposition de cette création. Ça, c'est une autre question, on va y arriver. Mais en tout cas, on aurait pu savoir que oui, il pouvait créer. Il pouvait créer au niveau inférieur. Il pouvait prendre des tirs en sortie de dribble à foison, contrairement à la fac. Il pouvait driver au panier à foison, ou en tout cas beaucoup plus qu'à la fac où il l'a jamais fait. Il pouvait faire des pick and roll, il pouvait faire de l'isolation. On savait qu'il pouvait le faire. Après, ça n'enlève pas la question de, ok,
même un créateur NCAA pour la NBA, ça se transpose pas forcément, ça on va en parler. Mais juste par contre, point important aussi, dans l'article on nous parle de il ne fait que 6'6 d'envergure de bras, ce qui est très peu, enfin c'est très peu pour un mec de 6'6 également. Donc bonne taille mais envergure assez limitée pour le poste d'arrière. Bon, et en plus d'ailleurs ils font une liste pour les joueurs qui ne sont pas des meneurs, donc qui n'ont pas la valeur de playmaker, des joueurs un peu off-ball, donc on suppose. Les joueurs de 6'6 avec des bras de 6'6, il n'y en a que 5 ou 6 en NBA. J'ai trouvé les mesures du combine qui sont en fait il aurait des bras de 6'8 d'après le combine, donc ce qui est déjà un peu mieux. On n'est pas sur un espèce de T-Rex, vous savez, avec des bras un peu plus courts. On n'est pas sur un joueur d'élite de type je fais 6'6 de taille et des bras de 6'11 comme Mitchell, comme Dwayne Wade ou ce type de ce genre de morphotype, pardon. Mais on est quand même sur, c'est un peu plus solide. Voilà, on est moins dans l'anomalie. Voilà, les seuls joueurs de 6'6 de bras, c'est JJ Redick, Oji Mayo, des mecs comme ça quoi. Donc voilà, le point juste mesure. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Enfin, je sais pas parce que l'article date du quoi que non, 30 avril 2015. Donc c'est vrai que le combine est plutôt au mois de mai, il me semble. Donc peut-être que le combine n'était peut-être pas encore passé par là. Et donc les mesures un peu rassurant de savoir que il est grand, il est costaud et en plus il a des bras pas élite mais pas mal, 6'8. Ok. Donc oui, je disais autre point, c'est que on aurait pu savoir que c'était un créateur au niveau inférieur plutôt que de penser qu'il ne savait pas, qu'il ne l'avait jamais fait. Ok. Mais ça n'enlève pas la question et le doute de la transposition de la création offensive. Et ça, je dois dire que oui, ça, le doute était totalement légitime quant à ça. Mais bon, même si au passage, c'était pas ça le doute. Le doute, c'était, il a jamais créé, donc voilà. Mais je pense que le doute pouvait exister parce que de manière générale, comme on dit, il y a toujours ce côté où les meilleurs créateurs de NCAA sont pas forcément les meilleurs créateurs de NBA parce que le jeu est très différent sur vraiment la géométrie du terrain, mais de l'espace aussi. Parce que en NCAA, t'affrontes, on va dire 80%, 85, 90, je sais pas, selon ta conférence en plus, t'affrontes des joueurs qui seront des futurs comptables ou vendeurs de piscine ou je sais pas moi, n'importe quoi. Des gens qui vont pas forcément passer pro ou alors qui vont passer pro mais dans des ligues un peu inférieures à la NBA, en Europe ou même carrément même plus bas que l'Europe pour le coup. Donc tu passes de ça, profil physico-athlétique moyen en NCAA, à la NBA, tout est différent. La vitesse est différente et même l'espace est différent parce que tu fais face à des mecs plus grands, des mecs plus longs et qui donc en plus vont plus vite. Il y a moins d'espace en général, il y a moins de... le mec qui peut faire partir son jump shot par-dessus un mec en NCAA, s'il est petit ou limité en termes de bras ou d'explosivité, c'est pas dit qu'il le fasse partir au niveau NBA. Le mec arrive à mettre dans le vent et à dépasser le défenseur au niveau NCAA parce que le défenseur est un peu plus petit, un peu moins long, un peu moins rapide et un peu moins bon aussi, généralement. Peut-être qu'au niveau NBA, il pourra pas contourner et passer autour et mettre dans le vent le défenseur parce que le défenseur sera plus grand, plus long, plus rapide, patati patata, vous avez compris. Donc en fait, ça s'applique sur absolument tous les domaines du jeu. Pareil, là je parlais de scoring, drive et jump shot, mais pareil pour le passing. Le passing, du coup, si les passes sont pas disponibles, si t'es petit ou si t'es pas hyper grand, forcément tu dois passer, pour passer par-dessus, il faut atteindre un seuil qui est plus haut en termes de hauteur. Passer par-dessus au niveau NCAA, c'est pas pareil que passer par-dessus au niveau NBA, plus la vitesse de jeu, plus les espaces en général, etc. etc. Donc ça, c'est un vrai doute qui existe pour beaucoup de joueurs, et pour tous les prospects presque, veut-il et peut-il transposer sa création universitaire au niveau NBA. Et pour Booker, le doute pouvait exister, c'est vrai. Même pour les front office NBA qui avaient qui avaient vu les matchs de high school et qui savaient que, ok, il peut créer. Kentucky, c'est un peu une parenthèse en termes de rôle parce que le contexte, il y a 10-15 joueurs intéressants, etc. Ok, c'est une parenthèse. On sait qu'il peut créer, mais quid de sa transposition au niveau supérieur parce que on parle d'un mec qui, ça a été bien dit dans l'article, est un bon athlète, mais n'est pas un athlète supérieur, un athlète d'élite. Et ça, c'est toujours un peu la question de ce côté, surtout encore à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais à l'époque c'était surtout est-ce que t'es explosif, est-ce que t'es rapide, et si tu ne l'es pas, est-ce que vraiment tu arriveras à créer une séparation avec ton défenseur? Est-ce que si t'as un contre 1 et que t'as pas un premier pas rapide, est-ce que tu vas pas te faire étouffer par un mec qui peut te suivre, littéralement, qui peut suivre un peu tes appuis, qui peut suivre, coulisser pour rester devant toi, etc. Donc il y a ça. Et pareil pour la taille et la longueur. Même si, au final, on a vu que sa mécanique de tir est telle que il relâche le ballon très très haut relatif à sa taille grâce à cette mécanique. Mais pareil, tu peux te dire aussi, toujours ce truc en fait, face à des mecs qui vont contester beaucoup mieux parce que plus grand, plus long, est-ce que le tir va partir? Est-ce que le tir qui avant était, je sais pas moi, à 50% ouvert,
Est-ce qu'en NBA, il va pas devenir à peine à 10% ouvert? Est-ce que les 30 cm que j'avais pour passer par-dessus ou pour shooter par-dessus, est-ce que là en NBA, j'aurais pas seulement 1 cm d'écart ou 5 cm d'écart parce que la main va être plus proche du ballon? Est-ce que sur mes lay-up, quand je pouvais tendre le bras pour dépasser le ballon autour du défenseur, en NCAA, j'avais un écart de 60 cm. Est-ce que l'écart n'est pas réduit à peine 10 ou 5 en NBA parce que le mec est plus long, donc il faut que je fasse partir le ballon encore plus en cloche, etc. En fait, tout est différent. Tout est différent. C'est pour ça que plein de prospects se loupent. Et pour un Devin Booker, où la création s'est transposée, on a combien par exemple, de Jérôme Robinson. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jérôme Robinson d'ailleurs. Peut-être que ça commence à faire un moment maintenant. Jérôme Robinson, je crois qu'il a été drafté avant Shai Gilgeous-Alexander, et moi je vais être honnête, moi j'adorais Jérôme Robinson, j'aimais beaucoup, en tout cas j'étais assez chaud sur lui, qui est un mec qui d'ailleurs est monté très tard dans les mocks. Jérôme Robinson en 2018, je crois que c'est Jerry West qui l'aimait beaucoup à l'époque des Clippers notamment, donc c'est un peu lui qui bossait aux Clippers qui avait fait que ça remonte aussi, voilà. Et donc il a fini 13e pick de la draft, Jérôme Robinson, alors que un mois avant la draft 2018 on l'attendait plutôt 25 ou même 2e tour pour le coup, donc monté très tard dans les mock drafts. Et donc, non, Shai est 11e. Shai 11e, Miles Bridges 12e, Robinson 13e et Michael Porter Jr. 14e, par exemple. Bon, parce que des blessures aussi. Mais en fait, le cas de Jérôme Robinson, c'est un peu un Devin Booker, Robinson. C'est-à-dire le mec qui est assez grand pour son poste derrière, pas non plus très grand, mais assez grand, qui a une bonne envergure, mais pas la folie, qui est rapide, qui est vif, mais qui n'est pas explosif, qui a du jump shot, qui a du pull-up. Et je pense aussi que Robinson, il pouvait le montrer un peu plus du côté de Boston College, parce que c'était Boston College, quoi, et qui c'était un peu la star de Boston College à l'époque, Robinson, alors que Booker, comme dit, à Kentucky, il n'y avait pas la place, il y avait le système des plateaux, donc il fallait laisser la place à tout le monde. Et en fait, Robinson, il montre plus parce que c'est Boston College, et on voit que c'est du pull-up, on voit que c'est du shot-making, en fait, et que ça ne s'est pas du tout transposé en NBA. Et vous voyez bien à quel point on a même ce qu'on appelle un hit or miss, quoi. C'est vraiment c'est tout ou rien, littéralement. On va le dire en français. C'est du tout ou rien. Parce que ce type de profil, si la création offensive ne se transpose pas, Jérôme Robinson, pour différentes raisons, parce que, comme dit, le tir est un peu plus contesté sur pull-up, parce que le drive est un peu plus contesté, parce que là où tu pouvais un peu faire la différence sur le premier pas ou un peu contourner le défenseur, là tu n'y arrives plus. Et donc quand la création offensive ne se transpose pas, il reste quoi? Il reste du catch and shoot. D'accord, et ça, je pense que Robinson, il l'avait, le catch and shoot, le shoot pur, comme Booker. Mais sauf que derrière, ça défend pas top, parce que les mensurations, c'est quoi? 6 aussi de taille à peu près, mais pas des top bras. Vitesse latérale comme Booker, pas la folie, parce qu'il est pas explosif. Donc la valeur défensive, elle est pas top. Donc en fait, Robinson, il a disparu totalement de NBA, mais très rapidement, parce qu'en fait, ça ne s'est pas transposé. Booker, c'est le chemin inverse. Booker, c'est le mec où, ok, les tirs sont tous un peu plus contestés, il y a moins d'espace, mais je les mets quand même, quoi. Et puis je crée autant, etc. Mais en fait, j'insiste un peu parce que Booker est l'anomalie. La norme, c'est un peu plus les mecs à la Jérôme Robinson, dans le lot de la draft, et même les non-draftés, etc. Mais des créateurs universitaires, ça ressemble beaucoup plus souvent à mince, j'arrive plus à créer une fois au niveau NBA, que Devin Booker qui, comme dit, c'est un peu l'anomalie, quoi. C'est un peu l'anomalie par rapport à, il y a des limites physiques, il y a des doutes. On n'est pas non plus, si vous voyez un peu le cas de Doncic, on disait pareil. Doncic, on disait, en tout cas, certains disaient, les craintes, c'était, il n'est pas explosif, il n'a pas le premier pas, donc il n'arrivera pas forcément à dépasser le défenseur. Oui, mais en fait, vu la taille et vu le toucher, etc., en fait, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à mettre le mec dans le vent, mais que tu fais 6-8 de taille et que tu vas au panier à volonté tout de même sans le premier pas, bon, voilà, ça pose pas question, quoi. Enfin, je veux dire, le problème n'existe pas autant. Alors qu'avec Booker, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas la taille imposante, quoi. Donc, la question de son explosivité, de sa vivacité, et donc cette capacité à générer une séparation, à créer une séparation avec le défenseur, que ce soit sur pull-up, sur drive, etc., elle existait. Donc, j'insiste parce que je veux pas que le cas de Booker ne soit réduit à « Ah, mais en fait, il a mal été utilisé à Kentucky, et en fait, c'était un créateur, c'était évident. » Il y a un peu de ça, mais pas que. L'accomplissement, il y a quand même un vrai accomplissement. Voilà, je veux dire, il faut quand même bien donner du crédit à Booker là où il faut. C'est-à-dire, c'est pas juste un mauvais casting et t'aurais dû être drafté beaucoup plus haut et c'était évident que, voilà, on voyait qu'il mettait des pull-ups au lycée, donc en fait, il les aurait mis dans une fac avec des ballons et ça allait être des pull-ups aussi en NBA de manière facile. Non, il y a aussi entre guillemets, une belle histoire et du crédit qu'il faut donner à Booker sur son développement et sur le fait d'arriver à lui ne pas être un échec à la Jérôme Robinson, qui a à peu près le même profil, mais d'être un All-Star et une superstar NBA.
Et alors, comment est-ce qu'on l'explique aussi? Je pense qu'il y a un côté shotmaker, déjà de base. Peut-être que voilà, les tirs qui étaient compliqués, qui étaient un peu plus contestés à la fac qu'au lycée, il les met quand même. Mais je pense que pour moi, il y a aussi un aspect d'intelligence. Intelligence, c'est ce que moi j'appelle savoir jouer. Voilà, alors ça veut tout et rien dire, mais moi je le dis dans le sens savoir jouer, c'est que le basket est un jeu justement, et que c'est pas, parfois on a tendance à beaucoup compartimenter le jeu. Là, drive, là, pull-up, là. En fait, il faut savoir jouer avec les atouts. Un mec qui est comme ça aussi en NBA que j'aime beaucoup, c'est Austin Reeves. Reeves, le profil physico-athlétique, bon bah c'est pas, y a pas grand chose. Hein. Il est pas costaud, ok, il est grand, mais il est très fin, il est pas explosif, etc. Et d'ailleurs, au passage, encore un où la création offensive, elle était là en NCAA et on se disait, mais est-ce que ça va se transposer en NBA où tout est plus dur et où il n'y a pas, où y a pas la dose athlétique pour faire une bonne séparation? Voilà, Reeves est aussi une autre exception de ça. Mais Reeves, c'est pareil, c'est comme Booker, c'est jouer intelligemment, savoir que ok, je suis pas obligé d'aller toujours tout droit, je peux jouer avec des nuances, je peux jouer, tiens, je comprends l'angle des défenseurs, je comprends dans quel sens je peux aller, à quel moment, etc. La variation de vitesse, la variation, comprendre le pick and roll, attends, il se fait de ce côté, donc je peux aller d'abord ici et puis ensuite là, comprendre comment fonctionnent les défenses. En fait, c'est savoir jouer dans le sens général. Et pas que la qualité isolée de, tiens, à ce moment-ci, tu prends un pull-up, la qualité isolée de, tiens, ici, tu fais 3 pas pour faire le drive. En fait, c'est un tout. Et je pense que là-dessus, le niveau cérébral de Booker est absolument clé, pour moi en tout cas. C'est qu'il y a ça, premièrement. Et puis le deuxième, c'est aussi à quel point est-ce qu'il est, mine de rien, beaucoup plus fonctionnel en termes de puissance. Ça, c'est aussi un peu, pour moi, une différence avec notamment un mec comme Jerome Robinson. Et d'ailleurs, en passage, Austin Reeves, c'est un peu pareil. Reeves est pas costaud, mais Reeves utilise extrêmement bien son corps pour prendre des contacts ou pour... voilà. Et pour moi, c'est un peu la qualité principale de Booker, c'est que, et vous le voyez même sur les images de high school, hein, alors vous me direz high school, c'est des mecs plus fins en face, donc, ok, mais c'est un mec qui va sur ses spots en fait, Booker. Le mec va sur ses spots quasiment à volonté. Donc, il n'y a pas le côté premier pas explosif au démarrage pour boum, aller au panier et dépasser le mec. Il n'y a pas non plus le pop vertical à la fin, il n'y a pas la détente verticale, on l'a pas dit, mais oui. Mais par contre, c'est un mec qui peut à peu près aller sur ses spots un peu à volonté. Parce qu'en fait, il dribble, parce qu'en fait, il comprend le jeu et qu'il dribble bien à travers le contact aussi. Ça, c'est clé. Et pour le coup, c'est ce qu'il a bien développé aussi, un aspect de puissance, etc. Mais c'était déjà un peu le cas à l'époque. C'est un mec qui a une bonne taille, plutôt. Et même quand il était fin, très jeune, même en tant que rookie, il n'hésitait pas à aller au contact et à avancer malgré le contact. Hein, souvent, quand on dit il va au contact, on pense à la finition. On pense à attaquer un Rudy Gobert qui est sous le panier. Tiens, je me balance dans Gobert pour prendre la faute. Non, il a surtout évolué à travers le contact pendant le drive pour moi. Et là-dessus, Booker a toujours été vraiment très bon. Donc c'est un peu les deux. C'est à la fois le QI et l'intelligence pour comprendre comment faire, comment aller à tel endroit, etc. Mais aussi la capacité avec un dribble qui s'est bien amélioré, mais qui je pense était meilleur que ce que l'article nous décrit, parce que même au lycée, on voit bien que en fait il driblait très bien. Mais le dribble a continué à se développer, et ce qui fait que le dribble et la puissance sont devenus fonctionnels en mouvement. Et c'est le mec qui va prendre l'angle, et une fois qu'il a l'angle, hop, je te fous un coup d'épaule pour aller sur mon spot, pour verrouiller le défenseur, te tenir à distance, etc., etc. Donc ça, c'est la clé. Et mine de rien, c'est vrai qu'on en parlait aussi, je ne sais plus avec qui, mais il y a un côté, je crois que c'est Kyrie. Kyrie est un peu un des premiers, je disais, avec ce côté où pendant longtemps, on parlait surtout de, le scouting report était beaucoup sur le premier pas, sur l'explosivité, parce qu'à une époque des années 2000 où c'était un peu clé, c'était primordial, hein, ce côté premier pas pour faire la différence, que ce soit différence pour aller sur le pull-up ou différence pour aller jusqu'au panier. Et en fait, Kyrie était un peu le premier avec son tempo complètement unique de jouer avec un rythme spécial, les feintes d'un côté, les feintes de l'autre, les changements de rythme, etc. Et il y avait un côté où on a vu que par la suite, en NBA, il n'y avait plus forcément besoin d'avoir ce premier pas explosif comme avant, comme Draft Express le dit au début, dans les premières années, et comme il fallait en NBA au début. En fait, tu peux aussi briller avec autant d'espace en NBA avec d'autres skills. Avec, on a parlé de Doncic. Bon, Doncic a une taille de fou, mais Doncic, c'est plus lent, mais il va méthodiquement au panier. Shai Gilgeous-Alexander, on va en parler dans cette série, évidemment. Mais c'est pareil, Shai, il profite aussi de l'explosion du spacing, ce qui permet que quand il y a autant d'espace, j'ai envie de dire qu'un driver est plus fort avec espace plus skills. C'est presque plus important aujourd'hui que la simple explosivité. Aussi d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'espace en NBA, et depuis, on va dire, une dizaine d'années, qu'en fait, tu as aussi besoin de savoir naviguer dans la défense, et que presque, parfois, l'explosivité peut être un cadeau empoisonné pour certains jeunes. Parce que, prenons le cas de Wiggins, tiens, 3e jour d'affilée, on va taper sur Wiggins. Non mais Wiggins, c'est le cas classique de
En fait, il a toujours été explosif, un uber athlète depuis toujours. Et donc, en fait, il a jamais eu besoin de développer un peu plus, d'apprendre à changer de vitesse, à changer de direction, d'avoir un dribble de meilleure qualité, parce qu'il a jamais eu besoin au niveau inférieur. Donc, en ce sens, presque, j'ai envie de dire, l'explosivité, pour certains cas, c'est presque un cadeau empoisonné de le mec se repose dessus, donc ne prend pas le temps parce qu'il n'a pas besoin de développer autre chose, et il arrive en NBA, mince, tu peux pas autant faire de dégâts avec cette simple arme, pardon, et donc tout le reste que t'as pas développé, ça manque. Alors que Booker c'est ça, Booker c'est de la nuance, Booker c'est de l'intelligence, c'est pas que du tout droit, et c'est du savoir naviguer, savoir le dribble, etc., tout ce qu'on a un peu développé. Donc voilà, je pense que Booker, c'est pareil, Booker s'il arrive en 2005, je suis pas sûr qu'il fasse cette carrière. Booker qui arrive en 2015, oui, dans le jeu beaucoup plus ouvert, aujourd'hui on voit que c'est une star. Mais parce que il va sur ses spots un peu à volonté, mais parce qu'il y a l'espace pour le faire aussi. Donc c'est pas comme avant où il fallait la NBA, il y avait trois mecs dans la raquette et puis pas d'espace. Bon, il fallait que tu battes ton propre défenseur, c'était une NBA un peu plus de duel, on va dire. Ok, là il fallait absolument le premier pas pour faire la différence sur ce 1 contre 1. Aujourd'hui, le 1 contre 1, ça n'existe quasiment plus en NBA, le vrai 1 contre 1, parce qu'il y a toujours des aides à droite, à gauche, donc il faut savoir naviguer, et puis t'as plus d'espace. Même un bon défenseur, aujourd'hui, il y a tellement d'espace en NBA que c'est pas que les mecs savent plus défendre, comme disent parfois certains nostalgiques d'avant. C'est pas que en NBA on sait plus défendre, c'est qu'aujourd'hui il faut défendre dans une quantité d'espace qui est phénoménale. Donc même un mec comme Booker, pardon, c'est pas pour descendre Booker, au contraire, mais même un mec comme Booker ou d'autres qui n'ont pas le premier pas ultra explosif, il y a tellement d'espace pour opérer que tu peux amener le mec d'un côté, de l'autre, changement de direction, etc. Et c'est impossible pour le mec de bien rester en face et de pas constater une pénétration ou au moins un spot à mi-distance, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi un point par rapport au contexte et à la NBA. Heureusement que Booker est arrivé en 2015, mais il fallait aussi en profiter, et il l'a bien fait comme très peu savent le faire, ce qui a un peu résolu la question de cette transposition de la création offensive. D'ailleurs, au passage un peu marrant, dans cette fameuse interview là que j'ai vue là, à Draft Express, où il dit oui, je regarde Klay Thompson, mais en fait je regarde aussi tous les autres joueurs NBA. Il y a aussi un passage de Don McLean. Je sais pas si le nom vous parle, mais on a parlé de Don McLean, qui était le coach, l'entraîneur, le trainer de Paul George, à qui tarissait pas d'éloges sur la capacité de travail de Paul George. On a fait son cas il y a quelques jours. Voilà. Don McLean aussi a entraîné et a préparé Booker en processus pré-draft, et pareil, il disait oui, mais Booker il travaille beaucoup, c'est un monstre de travail. Bon, ça aussi, hein, ça paraît assez trivial, je l'explicite pas à chaque fois, mais en général, les stars sont des mecs qui travaillent beaucoup, qui arrivent à ne pas stagner, qui arrivent un peu à progresser par rapport à ce genre de choses, soit transcender un peu leur profil de base, soit donc à développer des flashs qu'on a vus depuis très longtemps. Voilà. Je trouve que justement, c'est aussi le truc avec Booker, c'est que en fait, oui, on savait depuis le lycée que c'était un mec qui pouvait mettre des pull-ups, etc. Mais en fait, il les a mis encore et toujours au niveau NBA. Et je pense que, en un sens, hein, ça, c'est aussi une des leçons de scouting, c'est que, en fait, c'est pas un truc binaire de cette qualité, il peut pas. Il y a des niveaux, il y a différents niveaux. Et je pense que c'est pas évident, parce que, comme dit, les pull-ups, il les prend depuis soit l'année rookie 2016, en NBA, et donc on se dit, bon, c'est à peu près le même joueur depuis toujours, soit donc sinon depuis le lycée. Mais c'est aussi un des trucs en scouting, c'est qu'en fait, il existe des niveaux et très différents dans chaque qualité. C'est pas juste peu ou peu pas, c'est peu un peu, peu beaucoup, peu beaucoup, peu énormément, peu. Et là-dessus, je pense que ça ne saute pas aux yeux. Donc, parce que quand on le voit jouer en 2016 ou en 2025, on se dit ouais, c'est à peu près pareil. Mais en fait, à quel point est-ce qu'il est devenu fort pour mettre ces tirs-là? C'est aussi là-dessus, on a besoin des statistiques, hein, notamment, pour mettre ces tirs-là, pour développer plein de choses, pour mettre les flotteurs, les lay-ups. Là-dessus, c'est quand même le truc un peu caché, parce qu'il n'y a pas un avant et après qui est évident, mais un avant-après qui est évident sur les stats. Pas sur le visuel, mais sur les stats. Et c'est aussi le point secret de pas mal de joueurs et de stars. Il y a le cas, comme dit, il y a le cas évident de, Joel Embiid, il y avait de très très légers flashs, donc avant il y avait rien, et puis ensuite à la fin on voit qu'après il y a beaucoup, hein, il y a des trucs qui n'existaient pas avant. Après il y a le truc un peu plus subtil de Booker, c'est un mec de pull-up au niveau lycée, et puis il arrive en NBA, et puis en fait il fait pareil, mais il fait pareil, c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est qu'au contraire, c'est qu'il a fait énormément progresser cet aspect de jump shot, cet aspect de pull-up, cet aspect de flotteur, etc. Ça, donc ça ne se voit pas, mais les progrès sont immenses en fait. Et c'est, en fait, tu transcendes un peu ce qui semble être ton plafond. C'est un peu l'idée, c'est que tu repousses le plafond, et c'est pas ajouter une qualité qui n'existe pas, c'est prendre une qualité qui est déjà là de base et la faire devenir très bonne, excellente, excellentissime, exceptionnelle, et ainsi de suite. Donc voilà, pour ça d'ailleurs, vu qu'on est un peu là-dedans,
Un petit point sur la carrière de Booker par rapport au shoot, parce que je disais, il y avait un peu ce biais de stéréotypage il ressemble à Klay Thompson, couleur de peau peut-être, mécanique de tir, etc. En plus, on est en plein dans la période où Klay Thompson il explose, donc voilà, c'est pour ça que je disais à l'époque les biais de stéréotypage Harden et D'Angelo Russell, et pareil Klay Thompson qui explose aux Warriors avec cette même année de draft, Devin Booker. Donc il y a un peu cette image qui date de l'époque de, en fait, c'est un shooter. Parce que Calipari l'a utilisé en tant que Klay Thompson ou JJ Redick à Kentucky. C'est un shooter. C'est un shooter magnifique à 3 points. Et en plus, vous imaginez, à la base, c'était un shooter et il a développé le dribble et le pull-up. Bon, on a déjà un peu répondu à ça dans le sens... En fait, il n'a pas le développé, il l'avait déjà. Donc c'est un peu moins fantastique, c'est un peu moins la belle histoire de JJ Redick qui apprend à mettre des pull-ups, à faire des drives. Malheureusement, l'histoire est un peu moins belle de ce point de vue-là. Mais en plus, donc, c'est peut-être pas tant que ça un bon shooter à 3 points, malgré l'utilisation de Calipari. Et en plus, malgré les stats. Et c'est vrai qu'il met 41% de ses 3 points sur cette saison universitaire. On arrive, c'est pas marrant, c'est toujours pareil, on arrive sur la question de l'échantillon, en fait, où une seule saison universitaire, déjà qu'une saison NBA, c'est trop peu, mais alors une universitaire, c'est la moitié, c'est 38 matchs, par exemple, pour Booker. Il a shooté à 41%. Waouh! Il a shooté sur, en vérité, 141 tentatives à 3 points. Pour le dire, c'est beaucoup trop peu pour être un échantillon stable, pour être un échantillon... En fait, on dit toujours qu'au bout de 200, 300, on commence à voir à peu près boursure, mais encore le niveau d'un shooter, et on est sûr du niveau et d'un pourcentage au bout d'un échantillon de 800 ou 900. Il se trouve que là, en plus, en fait, tout s'est bien mélangé pour qu'on pense à Booker comme un shooter d'élite. À 3 points, je veux dire. Pas à 2 points, mais à 3 points. Qu'on pense que Booker est un shooter à 3 points d'élite parce que la mécanique est magnifique, donc biais des stéréotypages. En plus, l'utilisation de Calipari dans ce sens-là, de shooter en sortie d'écran. Et puis, également, le fait que, en plus, il a mis 41% de ses 3 points. Donc, comme dit Draft Express, c'est le meilleur shooter de cette classe de draft. Pour le coup, pas tant que ça. C'est un shooter qui est bon, voire très bon, mais c'est pas un shooter à 41%. Et clairement pas. Même de très loin. On est dans ce cas où l'échantillon de une année et de 150 tentatives, c'est trop peu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je sais pas, moi je peux vous en citer Marvin Bagley, par exemple, 40% d'efficacité à 3 points à la fac. Donc, waouh, il fallait projeter un pivot qui pouvait shooter, Marvin Bagley. Non, parce que l'échantillon, c'est un par match, et c'est alors encore plus faible que Booker, mais des mecs qui font une bonne saison, ça se trouve. Donc Bagley était un comme ça, Carter aussi, Wendell Carter Jr. d'ailleurs, même équipe et même classe de draft, Carter Jr. Le 3 points est un peu irrégulier en NBA, alors qu'on regarde juste une saison universitaire, on se dit waouh, 40% aussi à 3 points, génial. Pareil, pour remonter un peu plus loin, Derrick Williams, numéro 2 de la draft 2011 derrière Kyrie, poste 3-4, puissant, dribbleur, etc., presque du futur, j'ai envie de dire. Et en plus, il shoot. Ouais, en fait, il a shooté une bonne saison. Et en fait, c'était un peu une surchauffe. C'était le pourcentage n'était pas représentatif. Je pense que Booker, le pourcentage à 3 points n'était pas représentatif de son vrai niveau. Par contre, je pense que c'est un shooter d'élite. Je pense que c'est un shooter d'élite à 2 points. Un shooter d'élite à 2 points sur les pull-ups, il est fantastique là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, à 3 points, c'est vrai que, pour le coup, faisant peut-être plus confiance à l'échantillon NBA, on va dire, qui est quand même plus large que l'échantillon de fac, 150 tentatives. Et il se trouve que en NBA, on a un shooter qui est très loin des standards auxquels on pense d'habitude, parce qu'on pense shooter, on pense Klay Thompson, etc. Il est à 35% à 3 points en carrière NBA. 35%. Ce qui est assez faible pour le coup. Et vous allez me dire, oui, mais parce qu'il prend des pull-ups. Ok, premier argument, certains prennent des pull-ups, et en fait, même avec pull-ups, sont beaucoup plus hauts. Et sans aller chercher Stephen Curry, mais vous prenez les stats de Mitchell par exemple ou de Tatum, eux aussi ils prennent beaucoup de pull-up et ils sont pas à 35% en carrière. Je rappelle, 35 c'est la moyenne NBA. 35 c'est la moyenne NBA. 37, 38 ça commence à être bon. 40 c'est la barre symbolique des shooters d'élite. Et puis ensuite il y a la zone JJ Redick, Kyle Korver, Curry qui est à 43, 44, 45. Ok. Mais en fait c'est pas si bon que ça. Donc premier contre-argument, même si son régime de tir est compliqué avec pull-up à 3 points, en fait d'autres avec pull-up à 3 points font mieux. Et puis même si on tente de s'affranchir un peu de cette donnée du régime de tir, prenons par exemple, moi la stat que j'adore, c'est la stat des 3 points très grands ouverts. C'est-à-dire des 3 points où le défenseur est à 6 pieds du shooter ou plus. Donc grosso modo, l'idée c'est que c'est des 3 points où il n'y a aucune interférence de la défense. Et en fait, c'est le meilleur moyen de juger ce qu'on pourrait appeler le shooting pur, la pure qualité de shooter, parce que, comme dit, il n'y a littéralement aucune interférence du défenseur. C'est un tir très grand ouvert. Or, en l'occurrence, sur cette liste,
D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai pas mis à jour la liste pour 2025, mais j'ai les données entre 2014 et 2024. Donc on a 10 ans, à peu près les 10 ans de carrière de Booker, si vous voulez. Et donc sur ce pur shooting, sur les 3 points grands ouverts avec aucune interférence, le premier depuis 10 ans, c'est Kyle Korver. 49% de ces 3 points très grands ouverts. Voilà. Deuxième, Kevin Durant, JJ Redick, Stephen Curry, Luke Kennard, qui sont tous autour des 48 et 49%. Joe Harris, Tyler Hero, d'ailleurs, au passage. Voilà, Seth Curry aussi est par là, etc., etc. Klay Thompson, d'ailleurs. Klay Thompson, 45%. Il est 13e depuis plus de 10 ans avec un certain volume sur les tirs très grands ouverts. Et en fait, je vais vous dire, notre ami Devin Booker, sur les très grands ouverts, il n'est pas à 45, il n'est pas à 46, il n'est pas à 47, 48, 49, 50 ou comme Korver. Il est à 41%. 41% sur les tirs très grands ouverts. C'est bien, hein, c'est bien. Il y a James Harden à côté, il y a LeBron James, mais voilà. Harden est une bonne comparaison parce que Harden, c'est pas pareil, c'est pas non plus un shooter de niveau Stephen Curry ou supérieur. C'est un très très solide shooter à 3 points, mais pas des tonnes plus quoi. Donc 41% et quelques pour Booker sur les très grands ouverts depuis plus de 10 ans. Pour dire, hein, par exemple, Tatum, il y a un peu moins cette vision de 3 points peut-être. Tatum, il est à 44%. Et là, on parle d'échantillons qui sont immenses. Hein. Tatum, c'est 800 tentatives. Booker, c'est même encore plus, vu qu'il est arrivé plutôt en NBA. Je l'ai perdu. Booker, il est sur plus de 1000 tentatives. Donc là, voilà, l'échantillon est très solide, plus de 1000 tentatives. Et on n'est pas sur un des meilleurs shooters de NBA, alors qu'en fait, parfois, il y a un peu cette image. Et qu'en fait, il y a certains qui ont peut-être un peu moins l'image dans le consensus collectif ou dans l'inconscient plutôt collectif de shooters et qui, en fait, sont des meilleurs shooters en soi, qui sont parfois des shooters d'élite hein, depuis 10 ans. Et en fait, c'est pas trop le cas de Booker. C'est un bon, voire un très bon shooter à 3 points. Mais bon, voilà, je vous dis, 35% en carrière, pour un mec qui est censé être un peu Klay Thompson, ça fait un peu tâche, quoi. Et malgré ce modulo, ce côté, oui, mais il prend des pull-ups, quoi. Donc, et d'ailleurs, il fait aucune saison vraiment d'élite, quoi. Je crois que sa meilleure, ça doit être 38%, ouais. 38% en 2022 à Phoenix. Et bon, à Phoenix, il a joué qu'à Phoenix, merci, mais il fait 2 fois 38%. Mais c'est des pics en carrière, 38%. Et après, sinon, tout le reste, c'est 36, 36, 35,4, 35, 34, 34, 33, 32. Et cette année, on s'en fout. Il est à 31, mais la saison vient de commencer. Donc voilà, pour vous dire, on n'est pas sur ce niveau-là de shooter. Alors que tout part aussi, on a commencé par ça, on conclut par ça aussi, le côté biais de stéréotypage et l'image d'un shooter. Alors que, oui, il est capable, hein, largement, mais c'est pas son jeu. C'est pas trop son jeu. Mais alors, autre point du coup est pas trop présent dans le scouting report, mais parce que Roll, vous l'avez bien compris, le passing et j'ai déjà un peu parlé du côté cérébral de Booker sur le scoring, de savoir comment jouer, comprendre les angles, les défenses, comment son partenaire de pick and roll joue, etc. Donc ça, j'ai déjà dit à quel point il était très cérébral pour moi. Je pense qu'on le retrouve ça aussi au niveau du passing actuellement, où là, autant je suis un peu plus... Je pense que le 3 points, je suis un peu plus bas que la moyenne, mais parce que je pense que son vrai niveau est un peu plus bas. Autant sur le passing, je suis un peu plus haut que la moyenne, je dois dire, et je pense que c'est un vrai playmaker avec parfois même des lectures assez avancées et de manipulation de défense aussi. Et ça, c'était pas trop imaginé à l'époque parce qu'en fait, il a pas la balle, quoi. Donc ça, pour le coup, l'article, il constate ce qu'il vaut à l'époque et qu'il n'y a pas trop cet aspect de, tiens, il a fait des pick and roll, il a fait de bonnes lectures. Alors, il y a le classique, hein, oui, il est intelligent, il est altruiste, il fait tourner la balle, il fait les coupes intelligentes au panier, d'accord, mais en fait, on pouvait pas voir plus. Alors que, dès qu'il arrive en NBA, il a des pick and roll avec Tyson Chandler, d'ailleurs, au passage, en 2016, chez les Suns. Pick and roll avec Tyson Chandler, avec des mecs comme ça. Et ça marche très bien, quoi. Des passes lobées, des passes à terre, des passes avec un très bon timing. Et même au point où je pense que de suite, ça a été un peu un playmaker pour le poste 2, de très bon niveau, avec un peu tous les basiques, hein. Drive and kick, drive and dish, pick and roll, etc. Mais je trouve quand même que depuis 3-4 ans, il a passé un step en termes de manipulation de défenseurs. Et il y a des séquences parfois assez impressionnant. Donc là encore, hein, avec Booker, on parle beaucoup d'images, j'ai l'impression, mais parce que c'est un point central. Mais je pense qu'il a pas trop cette image-là de passeur, je vais pas dire d'élite, mais peut-être pas loin de élite, alors que totalement. Donc, comme dit, il y a ce truc où on pense à lui depuis le début comme un Klay Thompson, alors qu'en fait, c'est pas tant que ça un shooter à 3 points. C'est un mec qui a toujours eu un peu le bagage de créateur. Et surtout, c'est un mec qui, même s'il est pas élite à 3 points, il est génial sur les 2 points. C'est peut-être un peu plus ça, sa portée de tir, pour le coup. La portée s'étend pas au niveau d'efficacité géniale jusqu'à 3 points, mais à 2 points, il est un peu à volonté. Et qui est aussi un très bon passeur. Et le truc, c'est que peut-être il a jamais fait la dernière marche pour être un méga superstar, peut-être. Peut-être aussi parce que régime de tir. Et ok, le drive s'est bien amélioré. Et comme je dis,
il va sur ses spots sur le drive, mais ses spots, c'est vrai que c'est jamais complètement au panier. Donc, vous voyez, on parle un peu de quid de la transposition de la création offensive. Elle s'est faite, elle s'est pas faite non plus jusqu'au bout, on va dire, dans le sens où oui, un peu les craintes de explosivité verticale ou horizontale, c'est vrai que ça, on le voit un peu plus. Ok, il va s'installer sur ses spots à 2-3 mètres du panier pour le jump shot, le flotteur. Parfois, il va au panier, évidemment, en caricature. On va pas tout détailler, 14 000 actions de sa carrière. Mais il y a un côté où il va pas au panier à volonté, même s'il peut être très bon en drive, parce qu'il y a un très bon toucher et qu'il y a les flotteurs, il y a les pull-ups proches du panier. Mais le régime de tir aussi. Le régime de tir fait qu'on a quelqu'un qui, même s'il est très bon dans tous les domaines du jeu et très efficace dans tous les domaines du jeu, au final, vous voyez, on a quelqu'un qui, au global, est plutôt... il est à 103 de true shooting plus en carrière. Donc en carrière, il est seulement à 3% au-dessus de la moyenne, ce qui est très loin des plus 5, plus 6, plus 10, plus 15, plus 20, comme Curry, etc. Donc on est très loin de ça. On est plutôt un mec qui est finalement autour de la moyenne, entre 100 et 105 de true shooting plus, avec un pic à plus 9% en 2020. Mais c'est un pic, c'est une seule année. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé le retrouver plus tard, mais vous voyez que au global, je pense que le régime de tir influence aussi pas mal ça, et que pour le même profil, avec les mêmes qualités de playmaking, si on avait quelqu'un qui, à mon avis, s'il était par exemple à plus 10% relatif à la moyenne en termes de productivité, hein, le basket c'est à quel point tu scores relatif à ton nombre de ballons, c'est ça le but du jeu. Si on avait une efficacité digne de SGA, digne de Embiid, autour des plus 10, Kawhi Leonard, etc., on aurait peut-être eu un joueur top 5, je pense, vu la qualité du playmaking, mais on l'a pas trop, quoi. Et là encore, est-ce que c'est possible d'avoir... En fait, à quel point il n'est pas déjà au maximum de son potentiel, parce que le shotmaking compense déjà pas mal, quoi. Et que régime de tir compliqué, mais le shotmaking vient un peu sauver tout ça, mais le shotmaking ne peut pas sauver complètement un régime de tir un peu compliqué, un drive qui est pas d'élite, etc., etc. Donc, c'est peut-être chercher la petite bête, on se dit oui, ok, il s'est jamais vraiment invité dans le top 5 de la NBA, mais parce qu'il y a aussi, au final, les limitations de son profil, de taille, d'explosivité peut-être, et ainsi de suite. Mais, tout de même, malgré ça, l'optimisation de ses qualités qu'il avait, certes, il n'avait pas des bras immenses, il n'avait pas le premier pas, etc., mais par rapport à ce qu'il avait, est-ce qu'on n'est pas sur une des meilleures optimisations de l'histoire de la NBA, quoi, par rapport au profil? Donc voilà, c'est Devin Booker, un joueur assez fabuleux. Et le cas, vous avez vu, on a fait peut-être un peu plus long que d'habitude, je m'excuse, mais le cas est hyper intéressant parce qu'il y a plein de trucs à dire par rapport à l'image, par rapport à la manière dont il est perçu, parce qu'il est réellement, parce qu'il a été, la manière dont il a été utilisé, etc. Ça. Et c'est vrai que je l'ai pas dit encore, mais c'est bien, mine de rien, qu'on l'ait vu de suite à Phoenix, dans une équipe qui était une des pires de la décennie, en fait. Hein. C'est quand même une bonne chose. Au final, merci Marcus Aldridge de ne pas être venu à la free agency et d'être resté chez les Spurs. Non, mais c'est bien qu'on ait pu voir de suite un peu Booker avec des ballons. Parce que peut-être qu'il aurait pu contribuer d'ailleurs dans une bonne équipe en tant que rôle un peu hybride, en tant que sortie de banc, en tant que à moitié pull-up, mais aussi à moitié beaucoup de catch and shoot. Hein. Je sais pas, moi, s'il se fait drafter en 2015 aux Warriors, bon, c'est pas comme s'il jouait pas du tout. Je pense qu'il aurait joué, mais peut-être dans un premier temps un rôle un peu plus sobre. Alors que c'est vrai que c'est aussi la valeur d'arriver dans une équipe comme ça, c'est que t'es passé directement au révélateur. Et t'as pu avoir de suite beaucoup de ballons pour te tester et montrer que, en fait, tu peux créer. Et donc ensuite, passer les étapes. La première étape, ça a été montrer que tu peux créer, que tu peux prendre des tirs de création. Et ensuite, les étapes d'après de 16, 17, 18, 19, 20. Et en 2020, il est fabuleux. C'est à chaque fois être plus fort. Non pas plus fort sur ajouter des armes à son répertoire, mais plus fort sur les armes que j'ai. Je vais les faire devenir de 10 sur 20 à 12 sur 20, à 15 sur 20, à 18 sur 20, 19 sur 20. Donc voilà, on va dire que c'est l'avantage de tomber dans une équipe mauvaise, c'est qu'on a pu voir ça, on a pu avoir cette carrière finalement, qui est une carrière je trouve assez géniale. Il y a des fois je suis un peu plus haut que la moyenne que sur Booker, et des fois je suis un peu plus bas. Par exemple, quand on l'a mis top 5 MVP parce qu'il fallait bien récompenser un mec de Phoenix, parce que Phoenix faisait 60 victoires, bon mais moi je pense que c'était exagéré. De l'autre côté, l'an passé, le mec il est même pas All-Star, je veux dire c'est une anomalie totale. Enfin Booker est largement top 20 NBA, pour moi c'est juste que collectivement c'était pas ça, il n'y a pas de victoire, il a pas été élu All-Star, mais c'est une anomalie quoi, donc voilà. Devin Booker, un joueur fascinant, je trouve, et son évolution aussi a été fascinante. C'était Devin Booker, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.